Chers collègues, notre commission d'enquête, en examinant la question du rôle que la commande publique pouvait jouer afin de promouvoir la souveraineté numérique, a été confrontée à un cas particulier porté à notre connaissance par notre collègue Catherine Morin-Desailly, qui illustre bien les ambiguïtés, atermoiements et contradictions de l'action publique en la matière, à savoir celui de l'hébergement de la plateforme des données de santé, dite Health Data Hub. Créée par la loi du 24 juillet 2019 sous la forme d'un groupement d'intérêt public, la PDS est chargée à titre principal de mettre à disposition de la recherche les données du système national des données de santé et de promouvoir l'innovation dans l'utilisation des données de santé. Elle traite donc des données particulièrement sensibles, à caractère personnel et qui méritent un niveau de sécurité très élevé. Pourtant, dès sa phase de préfiguration, par les services du ministère de la Santé, en l'occurrence l'adresse, qui est intervenue en 2018-2019, soit avant le vote de cette loi, un arbitrage politique avait été rendu pour confier son hébergement à Microsoft Azure, solution soumise aux législations extraterritoriales américaines. Nous recevons donc Madame Agnès Buzyn, ancienne ministre des Solidarités et de la Santé de mai 2017 à février 2020, pour échanger avec nous à ce sujet et comprendre les raisons de ce choix. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez, s'il vous plaît, lever la main droite, appuyez sur le bouton de votre micro et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie, Madame la Ministre. Vous avez conduit, Madame la Ministre, le processus de préfiguration de la plateforme des données de santé, sa consécration législative dans la loi du 24 juillet 2019, puis supervisé la création du GIP et les premières étapes de son lancement, qui a ensuite été perturbé par la crise sanitaire. Pourriez-vous nous rappeler le contexte dans lequel la naissance de cette structure s'inscrivait et le niveau de priorité que vous, ainsi que le gouvernement, y attachiez? Subissiez-vous de votre côté une pression politique, notamment, pour faire aboutir rapidement ce projet? Nous avons auditionné la directrice de la PDS, Madame Stéphanie Combe, qui a indiqué que le recours à Microsoft Azure avait fait l'objet d'un arbitrage de votre part en mars 2019. Pourriez-vous nous rappeler les conditions dans lesquelles vous l'avez rendu? Aucune procédure de mise en concurrence n'a alors été lancée. Un achat direct auprès de l'Union des groupements d'achat publics, UGAP, ayant été privilégié, ne permettant donc pas l'émergence d'une offre souveraine concurrente. Aujourd'hui, 6 ans plus tard donc, malgré les promesses et annonces de vos successeurs, aucune migration n'a encore été engagée vers une solution souveraine, et celle-ci, désormais imposée par la loi dite SREN du 21 mai 2024, devrait nécessiter au moins une année de travail. Ne pensez-vous pas, avec le recul, qu'il aurait été préférable à l'époque de faire confiance aux acteurs français et européens pour bâtir avec eux une solution nativement souveraine? Le coût immédiat aurait peut-être été plus important, mais largement rentabilisé à long terme, comme nous en avons pu avoir confirmation au cours de très nombreuses auditions. Je vous laisse la parole, Madame la Ministre, pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ensuite, Monsieur le rapporteur vous interrogera, tout comme les membres de notre commission d'enquête, que je remercie pour leur présence. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je n'ai pas prévu de propos liminaires écrits. Je vais vous raconter l'histoire telle que je l'ai vécue. En mars 2018, il me semble que le député Cédric Villani, qui avait été mandaté par le président de la République en 2017 pour faire un état des lieux de l'avancée de l'intelligence artificielle dans notre pays, avait rendu un rapport public qui disait que le rapport s'appelait « Donner un sens à l'IA ». Et il reconnaissait que la France avait énormément d'atouts pour l'intelligence artificielle, outre évidemment les compétences de ses ingénieurs, etc. Il considérait que nous avions des données extrêmement importantes qui étaient sous-utilisées dans 4 secteurs où l'IA pouvait être à la fois souveraine et très en avance sur son temps, qui étaient la santé, les transports, l'environnement et la défense.
Et donc, dans ce cadre-là, nous avions travaillé, et j'avais totalement acquiescé à ce constat, nous avions travaillé à rendre ces données disponibles, notamment pour les chercheurs. Nous avions en France un système de données de santé qui est de fait centralisé au sein de la CNAM, le SNDS, mais nous avons aussi énormément d'entrepôts de données au sein des hôpitaux. Nous avons des grandes cohortes de patients qui permettent de faire des études épidémiologiques. Nous avons des registres, notamment pour toutes les pathologies. Mais en fait, ces données sont éparses, elles ne sont pas compatibles entre elles. Et donc, l'idée était de construire une sorte de fédérateur, de concentrateur de ces données qui pouvaient être anonymisés et mis à disposition de la recherche pour notamment produire des algorithmes d'IA souveraines et puis également pour piloter le système de santé, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un bon système de santé, et notamment si on le veut durable, doit être piloté notamment par l'analyse des données. Donc il nous semblait très très important d'être au rendez-vous de ces grandes avancées technologiques. Il y avait devant nous un certain nombre de pays qui avaient été identifiés comme en avance, qui étaient les USA, la Grande-Bretagne, si mes souvenirs sont bons, Taïwan, un système de données de santé très centralisé, etc. Et comme nous avions le SNDS qui permet la centralisation des données de remboursement de la CNAM pour tous les Français, nous avions vraiment une avancée notable. Donc, fort de ce défi, de se doter d'un système centralisé des données de santé anonyme et mis à disposition des chercheurs, mais également peut-être de start-up, et pour le pilotage du système, nous avons mandaté un groupe de travail dont je crois que Stéphanie Combe était la responsable pour nous proposer ce Health Data Hub et en faire les contours. Donc, à partir donc, de cette préfiguration du Health Data Hub, nous avons mis la création du Health Data Hub dans la loi de 2019, qui a été discutée à partir du mois de janvier ou février, il me semble, et votée en juillet 2019. Et dès le départ, évidemment, nous nous sommes posé la question de l'hébergeur et de comment nous avions la capacité à centraliser ces données. Alors, en réalité, la question que vous posez sur l'opportunité de confier ces données de santé et de les faire porter par un opérateur industriel américain s'est posée dès le départ. Et nous n'avons pas cessé de pousser à essayer de trouver une autre solution. Alors, ne me demandez pas de rentrer dans les détails techniques des différents acteurs qui ont été approchés par mes services. Dans mon souvenir, il y en a 8 ou 10, dont Thales, dont OVH, etc. Ça, je laisse évidemment les acteurs de l'adresse et Madame Combe vous répondre très spécifiquement. Mais il y a eu énormément d'allers-retours entre le cabinet et les services pour essayer de voir comment nous pouvions échapper quelque part à cette difficulté. En gros, après plusieurs mois d'études, ce qui m'a été remonté à ce moment-là, c'est qu'en fait, nous n'avions pas le choix entre Microsoft et un autre acteur européen, je ne parle même pas français, mais européen, mais que nous avions simplement le choix entre faire le Health Data Hub ou ne pas le faire. Donc, ça n'est pas un arbitrage entre Microsoft et d'autres hébergeurs, mais un arbitrage entre faire le Health Data Hub avec Microsoft comme hébergeur, et je reviendrai sur les précautions que nous avons prises à l'époque face à cette difficulté. Mais donc, c'était faire ou ne pas faire un hébergeur. Et à l'époque, alors là, les souvenirs sont très clairs pour moi, on m'avait dit il n'y aura aucun outil permettant, en fait, d'assurer cette fonction avant 4 ans. Alors, ce que j'ai compris, et parce que ça a été évidemment dans le cahier des charges que nous avions dit, c'est nous avions acté, la sécurisation à l'extrême, notamment par des clés de cryptage qui sont au sein, alors je ne sais pas si c'est l'ANSSI ou le ministère de la Santé, mais en tous les cas, le cryptage des données n'était pas du tout accessible par Microsoft, c'était simplement un porteur des données, mais tout le décryptage se faisait ailleurs. En tous les cas, le cryptage n'était pas accessible. Et la deuxième chose, c'est que nous avions acté qu'à tout moment, si un autre hébergeur, notamment européen ou français, était disponible, le système pouvait basculer sur un autre portage. Et ça, c'était évidemment
je dirais une garantie que dès qu'un système serait accessible, nous basculerions vers un autre opérateur. Donc si mes souvenirs sont bons, je suis désolée parce que je n'ai pas accès à toutes mes archives et ça prend énormément de temps de retrouver les archives du ministère, mais en gros, le marché, entre guillemets, était renouvelé tous les 2 ans. À ma connaissance, tous les ministres de la Santé qui se sont succédés après moi ont eu exactement les mêmes difficultés. Et pour l'instant, ce que j'ai compris, c'est que ces données sont toujours sur Microsoft et ne sont pas encore capables de basculer sur un autre hébergeur. Voilà. Donc, ce qui était clair pour nous, c'était qu'à partir du moment où le seul choix qui nous était présenté, en tous les cas à moi, ministre, qui était de faire ou de ne pas faire, nous avons pris la décision de le faire avec un maximum de sécurité. Tout cela a été largement discuté lors de la commission, lors de l'élaboration de la loi d'organisation et de transformation du système de santé. Ça a été discuté avec les parlementaires à différents moments. Et donc, voilà, ça n'a jamais été caché. Ça n'est pas une volonté de masquer un risque. Le risque est réel, nous le savions. Mais entre-temps, je dirais que le contexte géopolitique, les contextes des menaces cyber, les contextes de pollution de données, tout cela a évolué et nous sommes 6 ou 7 ans plus tard, 6 ans plus tard. En tous les cas, lorsque ça a été conceptualisé en 2018, nous sommes donc 7 ans plus tard. Et il est évident qu'il est légitime qu'une commission se pose la question sur combien de temps encore sommes-nous dépendants de Microsoft. Voilà, moi je ne peux pas juger aujourd'hui des contraintes et des capacités qu'ont d'autres opérateurs à fournir ce service, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2018 et 2019, à aucun moment, mes services, et Dieu sait qu'on les a challengés, comme on dit dans ce mauvais anglais, franglais détestable, on les a poussés jusqu'au bout pour essayer d'éviter de passer par Microsoft. En fait, on nous a dit, en réalité, rien n'est faisable en dehors de Microsoft, sauf à perdre 4, 5, 6 ans. Or, dans 4, 5, 6 ans, eh bien, l'IA se sera développée. Elle se sera développée sur des données à l'étranger. Moi, je n'ai pas envie que les Français soient soignés avec des algorithmes entraînés sur des données chinoises ou américaines. Ce ne sont pas les mêmes façons de suivre les malades, ce ne sont pas les mêmes façons de les soigner. Et donc, il était très important non seulement qu'on ait des algorithmes souverains, des algorithmes français venant de chercheurs français sur nos bases de données, mais il était aussi indispensable que les données d'entraînement, d'autant plus que nous les avons, soient des données françaises de Français soignés selon les standards et les recommandations françaises. L'idée, c'est qu'on puisse faire de la prévention personnalisée, qu'on puisse développer des algorithmes de recommandation, qu'on puisse piloter le système de santé de façon à le rendre plus efficient. Et tous ces enjeux sont aujourd'hui toujours d'actualité. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est, pour terminer mon propos liminaire, c'est que je pense que de dire que nous avons tergiversé ou des atermoiements, je pense que ce ne sont pas les bons mots. En réalité, on a pris toutes les précautions possibles pour savoir si vraiment il n'y avait aucune autre alternative. Et après, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'informatique, mais clairement, l'adresse et tous les services m'ont remonté, après avoir vu tous les opérateurs possibles, y compris des équipes de recherche, que ça n'était pas possible, sauf à perdre plusieurs années. Donc ce n'est pas des atermoiements, c'est qu'on s'est donné les moyens d'être sûr de notre arbitrage. Les conditions d'arbitrage, elles sont celles-là, c'était faire ou ne rien faire, et ça a été discuté dans la loi. Quant à la mise en concurrence, à ma connaissance, il y avait un marché UGAP avec 3 clouds qui étaient tous les 3 américains. Il me semble que c'était Amazon et Google et Microsoft et que le marché avait déjà été donné à Microsoft. Donc on a fait au plus simple, mais de toute façon, les choix étaient entre 3 Américains. Voilà. Donc il n'y a pas eu d'enjeu de coût, il n'y a pas eu de pression politique, il y a eu l'envie de servir et une question d'intérêt général. Donc après, je dirais que c'est un arbitrage qu'on doit tous faire en permanence. Où est l'intérêt général prédominant ? Est-ce que c'est d'éviter à tout prix, effectivement, de se retrouver dans cette seringue de Microsoft, quitte à ne pas du tout avoir d'IA française et de pilotage français? Ou est-ce que c'est de donner en fait à la France les outils
d'être à la pointe de l'IA et du pilotage du système de santé sur des données françaises. À l'époque, nous avions considéré que l'intérêt général était plutôt de se doter des bons outils. Je dirais qu'en 2025, peut-être que l'arbitrage n'est plus le même, hein. Le contexte a changé. Peut-être que technologiquement, il y a d'autres outils, mais moi, je ne suis pas capable d'en juger aujourd'hui. Je m'arrêterai là. Merci, Madame la Ministre. Pour ma part, je maintiens le terme d'atermoiement qui est bien l'action de fait de reporter dans le temps. Mais encore une fois, vous n'êtes pas la seule comptable de ces différentes actions ou inactions. Même si vous êtes à l'initiative de la création de cette plateforme des données de santé au tout début du processus. La réalité, c'est que, en tout cas, pour les opérateurs que nous avons rencontrés, ils nous ont confirmé, en réalité, dans le meilleur des cas, avoir reçu un coup de téléphone entre deux portes. Pour eux, il ne s'agissait pas clairement d'une concertation, d'une consultation. Et puis ensuite, ce que nous observons, c'est que vos successeurs ont pris des engagements répétés en 2020, en 2022, en 2023, en 2024, et que, comme vous l'avez souligné, 6 ans après cette promesse d'un hébergement souverain, nous n'y sommes évidemment toujours pas. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Ministre, pour vos propos préliminaires, ce qui me rassure d'ailleurs, parce que on est parti d'une très très belle idée. Une idée, vous l'avez rappelé, pour nos chercheurs français, pour nos données françaises, pour une souveraineté. Et j'ai l'impression que dans tout le cheminement, on n'a pas eu la même approche de tous les côtés. J'ai l'impression qu'on a fléché volontairement d'un certain côté. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est qu'on a trouvé une solution qui était extra-européenne. Et on parle depuis 7 ans de basculer, ce qui n'a rien été fait. Moi, j'ai 9 questions à vous poser, et qui sont crescendo. En tant que ministre des Solidarités et de la Santé en 2018, vous avez validé la feuille de route du Health Data Club, incluant le recours à Capgemini comme conseil et Microsoft comme hébergeur. Pouvez-vous nous expliquer qui, au sein de votre ministère, a proposé Capgemini comme partenaire stratégique et sur quels critères ce choix a-t-il été fait avant même le lancement de la mission de préfiguration? Alors, je n'en avais absolument aucun souvenir parce que je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais travaillé avec une société de conseil lorsque j'étais ministre. Par contre, ce que j'ai cru comprendre au moment où il y a eu effectivement énormément de polémiques, et à juste titre, sur la place des sociétés de conseil dans les ministères, j'ai compris qu'il y avait régulièrement des marchés publics qui étaient lancés par les ministères, notamment par les secrétariats généraux, pour accéder, avec des bons de tirage en fait, à des sociétés de conseil pour certains sujets de transformation, notamment dans le numérique, où ça nécessite des compétences très particulières, où les ministères sont en général assez désarmés. Donc il est tout à fait possible que le ministère de la Santé ait eu un marché Capgemini à l'époque, et que simplement, étant le marché choisi, le Health Data Hub ait fait appel à Capgemini pour des conseils dans la structuration du Health Data Hub. En tous les cas, moi, je n'ai pas contractualisé, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des notes de me proposant des cabinets de conseil, etc. Donc, je ne peux pas vous répondre au-delà, mais je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Ce qui est clair, c'est que sur des sujets extrêmement techniques comme ça, et je ne me défausse pas sur l'arbitrage. L'arbitrage, je l'ai pris en pleine connaissance de cause sur le fait que c'était Microsoft ou rien. Et donc, nous avons choisi Microsoft. Mais sur des sujets très techniques comme ça, vous me dites que certains acteurs ont considéré qu'en 2018, il y avait la possibilité d'héberger ces données ailleurs. Moi, aucune des notes qui me soient remontées de mes services n'ont à aucun moment mis en balance le fait qu'on avait d'autres possibilités. Les notes étaient formelles sur le fait qu'aucun acteur n'apportait ni la capacité de stockage, ni les conditions de sécurité de Microsoft, et que de ce fait, voilà, on ne m'a donné aucun choix. Et c'est pas faute d'avoir, comme vous le faites, remis en cause ce choix-là. C'est-à-dire que je sentais bien que c'était un sujet compliqué et potentiellement polémique. Donc j'avais aucune raison, si vous voulez, de me mettre en difficulté.
Après, à un moment, il faut arbitrer. Donc le choix, je dirais, pas courageux, ça aurait été de dire on attend que quelque chose soit accessible et faisable, et puis tant pis pour la politique de souveraineté de la France. Je peux remarquer maintenant, avec mon expérience, que quand on fait de la politique, et notamment quand on est ministre, moins on prend de décisions, moins on est attaqué. Je dis ça parce que je dois en être à ma 8e ou 9e commission d'enquête parlementaire. Donc, à force, je me demande si je suis l'ennemi public numéro 1 de cette nation, si vous voulez. Donc, voilà. Je pense que le moins risqué, c'est de ne jamais prendre de décision. Quand on prend des décisions, on le fait en essayant d'avoir la totalité des informations possibles. Si vous me dites que les notes de mes services ne sont pas bonnes et qu'il y avait d'autres possibilités, je ne suis pas capable d'en juger. En tous les cas, un ministre n'est pas capable d'en juger. Un ministre fait confiance à son administration, a priori. Non, simplement, nous ne nous permettons pas de dire que les notes n'étaient pas bonnes parce que nous n'avons pas eu connaissance. Ce que nous disons simplement, c'est que dans ce que un certain nombre d'interlocuteurs au cœur du projet nous disent être du sourcing, donc avoir été tentative de contacter des entreprises pour savoir ce qu'elles étaient en mesure de fournir, en réalité, si l'on se fie au retour des opérateurs économiques en question, ce n'en était pas du tout. Donc, de ce point de vue-là, si évidemment vous ne posez pas les bonnes questions ou dans des conditions un peu dégradées et que de l'autre côté, vos interlocuteurs vous répondent de façon sibylline, vous pouvez très rapidement et faussement en déduire qu'ils ne sont pas en capacité de... Ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais on a eu des acteurs nationaux type Scalway ou OVH et d'autres qui nous ont dit on était capable de le faire, ce qui est quand même très surprenant. Moi, je pense que dans cet appel, enfin appel qui n'est pas un appel, on a fléché. Chaque fois qu'il y a une réponse, on rechangeait le sujet. Moi, je continue mes questions. En tant que, je veux dire, dans cet appel d'offres, le choix de Microsoft en tant qu'hébergeur a été effectué sans réel appel d'offres, puisqu'on est passé sur l'étagère du GAP, contrairement aux règles habituelles de la commande publique. Pouvez-vous confirmer, et je pense que vous avez déjà dit non, c'est une évaluation formelle avec d'autres prestataires, parce qu'à un moment donné, vous me dites, on m'a donné que le choix de Microsoft, c'est le seul qui est encapsulé. Mais est-ce qu'on a des éléments, et on vous les demandera peut-être par écrit, qui permettent de dire, est-ce qu'on a proposé à d'autres acteurs de haut niveau français cette possibilité d'héberger? J'ai besoin de savoir cette réponse-là parce que c'est très important. Peut-être pas aujourd'hui si vous n'avez pas d'éléments, mais est-ce qu'on a consulté? Est-ce qu'on a des pièces qui permettent de dire on a consulté? Si c'est entre deux murs et qu'on est vous voir dans le ministère en vous disant effectivement, Madame la ministre, on n'a qu'un choix, c'est Microsoft. Moi, j'aurais bien aimé en tant que ministre dire voilà, effectivement, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben non, ils ne sont pas prêts. Un tel n'est pas prêt. Un tel, on me dit ça. On vous a dit il faut 4 ans. Sans éléments concrets. J'ai besoin d'éléments d'évaluation pour vraiment voir si on était au bout de la concurrence. On a dit, il y a Microsoft, il y a Microsoft, il y a Microsoft. Non, non, non. Il y avait peut-être des acteurs de niveau, et on les a auditionnés, et ils nous ont confirmé qu'ils étaient en capacité déjà de le faire, sauf qu'on les a pris entre deux portes, on ne l'a jamais. Et est-ce que vous avez des éléments factuels qui permettent d'avoir dit, on les a consultés? Alors, évidemment, moi, je n'ai absolument pas la capacité de savoir quelles ont été les consultations faites par mes services et les services de l'adresse de façon formelle. Ça, je pense que je ne sais pas où les trouver. J'ai des notes de mon cabinet. Voilà, la note de mon cabinet dit... alors, elle est compliquée parce qu'elle est en plus hyper technique. Il y a des choses que je ne comprends pas moi-même. Moi non plus, je connais. Voilà, donc, en fait, de crâne, je ne suis pas un spécialiste non plus. Ce que je dis, c'est après consultation des industriels français, Open, Atos, Thales, OVH, Doka Post, etc., et analyse de leur offre, la seule solution permettant à la fois d'obtenir la qualité, de tenir les délais tout en respectant les contraintes juridiques et de s'appuyer sur le service Azure de Microsoft disponible via un marché UGAP pour l'hébergement et le traitement des données. Comme le confirme la contre-expertise des services de la DINSIC. Je ne sais pas ce que c'est. Cette solution satisferait le meilleur équilibre technique sur le plan des coûts, des délais, de la sécurité et de la qualité de service. En outre, elle assurait une compatibilité facilitée avec les solutions développées par les startups qui s'appuient de plus en plus sur du PaaS, par exemple Dipomatic pour l'annotation d'images indispensable pour l'apprentissage d'algorithmes de détection de tumeurs. Alors, enfin voilà, donc j'ai pas les rendez-vous. Ce qu'on me dit, c'est les éléments de sécurité et de gouvernance
disponible dans les solutions PaaS proposées par certains acteurs de l'hébergement de données. Non, pardon. Ce qu'on me dit, pardon, je vais reprendre, c'est qu'en réalité, les autres hébergeurs étaient moins performants du côté de la sécurité. Voilà. Mais sincèrement, je ne suis pas capable d'aller au-delà, si vous voulez. Moi, Très bien. On vous demandera simplement communication de ce document. Oui, absolument. En 2018, Cédric O, alors conseiller auprès du président Macron pour le numérique, était un fervent des promoteurs de l'IA et des partenariats avec des géants technologiques. A-t-il exercé une influence directe ou indirecte sur le choix de Microsoft Azure et a eu des échanges avec lui et son équipe concernant les orientations pour le HDH? Alors, pas à mon niveau, c'est-à-dire que je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une réunion technique avec Cédric O ou ses services ou son cabinet au sujet de Health Data Hub. Après, est-ce qu'au niveau des cabinets ou au niveau plus technique, il y a eu des échanges? C'est possible. Ce dont je peux vraiment vous apporter la garantie, c'est que je n'ai eu aucune pression personnelle pour aller dans le sens de Microsoft. C'est simplement après je ne sais combien d'allers-retours où j'ai poussé mes services au maximum parce que j'avais la même crainte que vous et quelque part la même inquiétude des polémiques, et force est de constater que j'avais un bon pressentiment. Eh bien, je voulais pouvoir éviter à tout prix Microsoft, mais à la fin, que vous avez la totalité des services qui vous disent qu'il n'y a pas d'autre solution, ben, on fait avec. Ce qui est intéressant, excusez-moi, juste quand même, parce que j'entends que des acteurs disent qu'ils avaient la possibilité de le faire, et je ne suis pas capable de juger pourquoi ils n'ont pas été choisis, mais ce marché, il a été renouvelé tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, je ne sais pas combien, mais il a été renouvelé à chaque fois. Et je pense que tous les ministres de la Santé qui m'ont succédé se sont retrouvés devant le même dilemme et qu'à la fin, ils se sont retrouvés face à la même décision. Donc, je pense que ce n'est pas si simple. Je pense que si c'était une erreur manifeste de mon cabinet, enfin de moi hein, avec mon cabinet, ou des services à un moment où j'étais ministre, eh bien peut-être que les ministres qui m'ont succédé auraient pu rectifier le tir. S'ils ne l'ont pas fait, c'est probablement que la solution n'est pas si simple à trouver. En tous les cas, ce qu'on a fait, c'est vraiment pousser au maximum la sécurité, le cryptage. Ça a été vu avec l'ANSSI, hein, l'Agence de sécurité des systèmes informatiques. On a à tout moment vérifié qu'on était capable de basculer vers un autre système, justement pour ne pas avoir pieds et poings liés avec Microsoft. Donc on a essayé de se donner le maximum de garanties. Quant à Cédric O, pour en revenir à votre question, je n'ai eu aucune pression ni aucune discussion particulière avec Cédric O à ce sujet. Simplement, Madame la Ministre, vous dites que le dossier n'est pas simple et nous en convenons aisément. Simplement, il se peut aussi que la longueur et pour l'instant l'absence de réalisation concrète en matière de migration soit liée aussi à une succession d'erreurs ou, dans le pire des cas, une absence de volonté politique. C'est pas simplement parce que le sujet est compliqué. Il suffit de reprendre, mais là vous n'en êtes pas comptable, hein, les propos tenus par vos successeurs. Encore une fois, en 2020, il disait au plus tard dans 2 ans, la réversibilité, nous travaillons sur une solution souveraine. Les engagements étaient clairement écrits, noir sur blanc, des réponses à des questions parlementaires. Et ce que nous ont encore une fois dit les opérateurs économiques que nous avons rencontrés, c'est que en réalité, le constat qu'ils font, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, avec évidemment des moyens adéquats, pour mettre en œuvre ces solutions souveraines. Donc, je souhaiterais aussi rétablir ces éléments. Il appartiendra à chacun de se faire son idée, mais en tout cas, on ne peut pas simplement se réfugier derrière la complexité du dossier pour expliquer qu'en 6 ans, il ne s'est de fait, sur ce point-là, rien passé. Madame la ministre, Stéphanie Combe, nommée directrice du HDH en 2019, a joué un rôle central dans la mise en œuvre technique du projet. A-t-elle agi de façon autonome dans la supervision des choix, vous en avez un peu parlé, technologiques, notamment en orientant la sélection vers Microsoft, où ces décisions étaient-elles systématiquement validées par votre ministère ou vos collaborateurs?
Je ne suis pas capable de vous répondre. Je pense que ça devait dépendre de la sensibilité des décisions. Quand il s'agit de briques techniques, j'imagine que mon cabinet, sachant qu'à l'époque, on avait plutôt des cabinets de 10 personnes et je n'avais pas de spécialiste de l'informatique. Donc je pense que sur les sujets très techniques, il n'a pas été validé forcément au niveau du cabinet. Sur un sujet sensible, et moi, le seul sujet dont j'ai le souvenir, c'est vraiment cette histoire de Microsoft comme hébergeur. Évidemment, je le répète et j'assume parfaitement, nous l'avons validé et Stéphanie Combe n'a pas pris la décision seule. De même, Stéphanie Combe, elle était au sein de l'adresse, il y avait un pilotage par l'adresse, il y avait comme acteur consulté l'ANSSI et d'autres directions. Donc voilà, elle agissait. J'ai eu une confiance totale dans Stéphanie Combe au moment où je l'ai nommée. 6 ans plus tard, je vois que rien n'a évolué. Donc, vous considérez peut-être, Monsieur le Président, je l'entends, que c'est un manque de volonté politique. Sincèrement, si je faisais encore de la politique, je trouverais ça assez dangereux, en fait, de ne pas avoir de volonté politique, de quitter Microsoft, surtout par les temps qui courent. Donc, moi, je pense que malheureusement, la problématique depuis 6 ans a quand même été en grande partie une problématique technique. Voilà, je mets un bémol parce qu'il faudrait être fou aujourd'hui politiquement pour considérer qu'on est heureux de se mettre, entre guillemets, dans les mains d'une plateforme américaine. Je ne vois pas quelle politique a intérêt à cela. Donc j'entends votre remarque, mais je me permets de penser que c'est, en tous les cas, en grande majoritairement faux. Je vais sauter les questions de relations entre Capgemini et Microsoft. Je vais passer directement au timing du choix de Microsoft. Des documents internes suggèrent que Microsoft était déjà considéré comme le choix privilégié dès l'été 2018, avant même la finalisation du rapport de la commission de préfiguration. Pouvez-vous confirmer s'il y a eu des discussions avec Microsoft en amont, et si oui, qui les a initiées au sein de votre ministère ou ailleurs? Je ne peux pas vous répondre, monsieur le rapporteur. Je n'étais même pas au courant que Capgemini avait été plus ou moins dans la boucle de cette préfiguration. Donc, sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Ma dernière question. En validant un hébergeur soumis au Cloud Act, votre ministère a été accusé de compromettre la souveraineté numérique française. Un sujet que vous avez pourtant qualifié aujourd'hui et à l'époque de prioritaire en novembre 2019. Avec le recul, regrettez-vous d'avoir suivi la recommandation de Capgemini en faveur de Microsoft et assumez-vous personnellement, et je mets des guillemets, parce que je ne suis pas au courant de tout, ce choix face aux critiques de la CNIL et du Conseil d'État? Et pour la route, simplement, aujourd'hui, vous revenez en arrière? J'ai pris la décision que j'ai prise et je l'assume avec la connaissance qui m'a été fournie. Je le répète, on arbitre sur des données, des notes, des dossiers qu'on nous apporte. Voilà. Je ne peux pas... je n'aurais pas pris une décision différente sur la base des documents qui m'ont été fournis à l'époque. Et donc, j'assume cette décision. On m'a dit et on m'a répété, et j'ai eu tout un tas de notes qui en attestent, que c'était le seul moyen de faire émerger le Health Data Hub. Sinon, on perdait plusieurs années. Et je considérais qu'on avait besoin de souveraineté en IA, et notamment d'entraînement de nos IA sur des données françaises. C'est indispensable. Voilà. Alors le Cloud Act, si j'ai bien compris, pardonnez-moi, mais je ne suis pas non plus une spécialiste des lois américaines, mais le Cloud Act vise essentiellement des données nominatives qui portent sur les opérateurs de communication. Non, mais elles ne sont pas nominatives, là, ce sont des données anonymisées. Non, c'est toutes données hébergées. Les compagnies américaines sont soumises sur une demande fédérale ou autre de les transmettre. C'est une loi. Oui, mais la clé de cryptage est en France. Ils ne l'ont pas. Ils ont les données. C'est ce que j'ai, enfin, c'est ce que j'avais compris à l'époque. Excusez-moi. Oui. C'est ce que j'ai compris, c'est qu'on avait une clé de cryptage, que les données étaient anonymes et que donc le risque, un risque théorique de transmettre des données à l'étranger était en réalité excessivement faible du fait de l'anonymisation et d'un cryptage complet. Après, l'autre possibilité qu'on m'a donnée, c'est de ne rien faire. Vraiment, les notes étaient claires. C'est-à-dire que soit on décide qu'on attend un hébergeur européen en capacité d'avoir les mêmes caractéristiques, et donc j'ai pris ma décision sur cette base-là. Mon arbitrage, c'était
faire avec Microsoft ou ne rien faire. Et donc j'ai pris la décision de faire avec Microsoft en prenant l'engagement que dès que nous pouvions transférer ces données sur un autre hébergeur, nous étions en capacité de le faire. Voilà. Avant de passer la parole, merci Madame la Ministre, avant de passer la parole à nos collègues Daniel Salmon et Jean-Luc Ruel, je voulais simplement vous lire un extrait, alors vous n'étiez plus ministre à ce moment-là, d'une note qui a été adressée au comité relatif à l'intelligence artificielle en provenance de la plateforme des données de santé, datée du 24 octobre 2023. Il est dit, page 5, je cite, donc dans les recommandations, exiger du gouvernement une position constructive, claire et de long terme concernant les exigences de souveraineté. Il s'agirait d'une part d'assumer de manière réaliste et pragmatique l'autorisation de l'utilisation de solutions étrangères afin de ne pas mettre en péril notre capacité d'innovation. C'est très lourd de sens. D'autre part, il est nécessaire soit de réellement mobiliser des moyens financiers compatibles avec la montée en compétence des acteurs du cloud souverain, soit de reconnaître que la souveraineté ne pourra pas être atteinte sur toute la chaîne de valeur et d'en tirer les conséquences. Là aussi, moi, je vous avoue que lire de tels propos interpelle, et en tout cas, ces propos font très largement écho à ceux que nous avons pu tenir avec monsieur le rapporteur. Mais encore une fois, il ne vous engage pas. Quand vous évoquiez tout à l'heure qu'il serait quasiment coupable de faire preuve de défaut de volonté politique, là, visiblement, la plateforme des données de santé, à tout le moins, le laisse plus qu'entendre dans les propos qui sont écrits dans cette note que nous pourrons vous communiquer. Monsieur Daniel Salmon et monsieur Jean-Luc Ruel. Merci, Monsieur le Président. Là, je vais changer un petit peu de sujet. Nous faisons face périodiquement à des pénuries de médicaments. En ce moment, ce sont les psychotropes, mais c'est tous les mois où on s'aperçoit que, là aussi, notre souveraineté est mise à mal. Avec le recul que vous avez, que pensez-vous que la commande publique devrait faire pour que nous puissions avoir une production qui soit, si ce n'est nationale, du moins au sein de l'Union européenne? Vous avez connu l'épisode des masques. Voilà, je pense que vous en avez retiré un certain nombre de conclusions. Et voilà, nous pensons ici que la commande publique a vraiment un rôle à jouer, un rôle très important pour que nous puissions demain ne pas être prisonniers de l'étranger. Merci. Madame la Ministre. J'ai été déjà amenée à répondre à une commission d'enquête du Sénat sur les pénuries de médicaments, je crois, il y a 1 an et demi. Je ne sais pas si vous en faisiez partie, monsieur le sénateur. Donc j'avais... voilà, non, mais je vais vous donner les réponses. Bon, les pénuries de médicaments sont liées, en fait, à des phénomènes extrêmement complexes. D'une part, à l'augmentation d'une demande phénoménale, parce que nous avons doublé la population mondiale en l'espace de 2 générations. Nous avons augmenté la durée de vie d'environ 20 ans en l'espace de 2 générations, et nous avons 3 milliards de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté. Donc en réalité, nous avons triplé ou quadruplé la demande de médicaments et de personnes susceptibles de les payer. Et je pense qu'aucun producteur de médicaments n'a triplé ou quadruplé ses lignes de production. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation va vite. Et qu'on est, notamment dans les pays européens, très en demande d'innovation. Et donc, ces lignes de production, elles changent sans arrêt, en fait, pour s'adapter à l'innovation. Et les industriels de la pharmacie ont beaucoup plus intérêt à produire des médicaments innovants qu'ils vendent très cher qu'à des médicaments anciens qu'ils vendent peu cher. Donc, en fait, ils favorisent, ils donnent toujours un avantage à la production d'innovation. Donc, si beaucoup évoquent que les coûts des médicaments sont trop faibles en France et que ça expliquerait les pénuries, c'est une très mauvaise explication. Même dans des pays où on paye des médicaments très chers, il y a des pénuries. Et en fait, les causes des pénuries se retrouvent à peu près à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit de la production, de la distribution. Et donc, je pense que l'argument du prix est un mauvais argument. Par contre, aujourd'hui, je suis absolument convaincue que sans politique du médicament européenne, aucun pays est en mesure d'assurer la souveraineté sur l'ensemble des médicaments dont il a besoin. D'abord parce qu'il y en a énormément et que d'autre part, ils changent énormément. La pharmacopée est très évolutive.
Et donc, si vous construisez une usine pour être souverain, vous avez beaucoup de chances que 5 ans après, en fait, ce médicament soit obsolète. En fait, pour avoir vraiment une souveraineté, nous avons besoin aujourd'hui d'une commande publique européenne, d'une fixation du prix du médicament européen et d'une vision européenne des médicaments indispensables. Les médicaments indispensables ne sont pas toujours ceux qu'on croit. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt toute la polémique sur le Doliprane. Le Doliprane n'est pas un médicament qui est indispensable en ce sens que la vie et la mort ne dépendent pas du Doliprane. Au pire, vous avez de la fièvre ou vous souffrez. Mais je ne suis pas sûre que la souveraineté sur le Doliprane soit prioritaire par rapport aux corticoïdes, par exemple. Donc, si on devait choisir des médicaments, l'OMS a fait une liste de médicaments indispensables et ils sont vitaux. Et je pense que les pays européens pourraient rajouter beaucoup de chimiothérapie, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on s'entende sur des médicaments indispensables, qu'on ait une vision européenne de la souveraineté. Ça ne peut pas être à l'échelon national, ça n'a pas de sens. Je rappelle qu'on est un tout petit pays, 66 millions d'habitants. On est la taille de 2 villes chinoises, donc vous voyez que par rapport au marché du médicament, on est quand même tout petit. Et donc, ça ne peut se faire qu'à l'échelle de 450 millions d'habitants. Ça, c'est sûr. Monsieur Salmon. Oui, juste pour rebondir, parce que la particularité de cette commission d'enquête, elle est effectivement sur la commande publique. Donc, moi, ma question, elle allait dans le sens, j'entends parfaitement le constat, mais à l'instant T, qu'est-ce que l'on peut faire si nous, dans cette commission d'enquête, nous devons faire des préconisations? Quelles sont les préconisations pour vous de premier rang pour faire en sorte que nous soyons dans une meilleure posture dans les années à venir? Voilà, c'est tout simplement ça l'objet de ma question. Alors, je comprends, excusez-moi, je n'avais pas compris à quel point vous étiez focalisé sur la commande publique. C'est compliqué. Je pense que sur des médicaments qui sont des invariants, je pense aux corticoïdes, dont on a absolument besoin. J'ai eu à gérer une pénurie de corticoïdes en 2017, c'est un enfer. Ça, c'est vital, c'est vraiment vital. Vous pouvez enclencher la commande publique et avoir des stocks. Sur la plupart des médicaments, en fait, c'est ces innovations permanentes qui font que commander et avoir des stocks ne résout pas tout. Et pour beaucoup travailler avec le secteur de la défense en ce moment, je vois bien à quel point on est focalisé sur la question des stocks et où, en fait, la vraie question, c'est celle des flux. À quel point on est capable de relancer une ligne de production quand on a besoin de quelque chose? Ça, c'est la vraie question par rapport à avoir un stock qui, en fait, ne permet jamais de tenir au-delà d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ne serait-ce que parce que les produits se périment. Donc, voilà, commande publique, certainement pour certains produits, mais à mon avis, pas pour tous. Et pour les autres, ceux qui ne sont pas des invariants et qui évoluent rapidement, je pense que la seule question qui se pose, c'est comment on a des lignes de production qui s'adaptent et qui sont sécurisées pour les Européens. Et tout ça, je pense que ça dépend en particulier de la commande publique pour avoir une certitude. L'industriel, il n'y va que s'il a une lisibilité et s'il est à peu près sûr qu'on ne va pas aller chez le concurrent qui est un peu moins cher à l'autre bout du monde. Dans le sens de la sécurisation industrielle, oui. Il faut évidemment apporter une sécurité sur la commande. Mais bon, je pense que tant qu'on n'aura pas une vraie vision et stratégie européenne, penser qu'on peut avoir une stratégie de ce type-là à l'échelon national me paraît illusoire. On peut l'entendre, mais en particulier sur le sujet des masques. Alors encore une fois, vous n'étiez plus ministre à ce moment-là, mais nous l'avons bien vécu en Bretagne avec des usines qui se sont créées. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de commande publique et que nous avions des enseignants qui, dans leur casier, à la rentrée scolaire des années qui ont suivi, avaient des boîtes de masques made in China. Donc on est bien conscient, d'ailleurs on le dit sur un certain nombre de filières stratégiques, la bonne échelle est européenne, mais il y a déjà une exemplarité à avoir et un effet levier de la commande publique française entre l'État, les collectivités, sur un certain nombre de sujets. Nous avons les moyens d'aider à l'émergence de filières et de pouvoir les pérenniser dans le temps. Et là c'est vrai que sur le sujet des masques, nous avons un exemple frappant, mais encore une fois, vous n'étiez plus le ministre à ce moment-là. Monsieur Jean-Luc Ruel. Donc, si je comprends bien, en fait, tout démarre en 2017 sur le plan de la restructuration des systèmes d'information de la santé. Alors, effectivement, c'est quand même
c'est quand même un enjeu extrêmement important où il y a beaucoup de points qui doivent être intégrés. Bon, la gestion des stocks sanitaires, on vient d'en parler. La problématique des investissements et le suivi des investissements hospitaliers, le suivi des vaccinations, des plans de vaccination obligatoires, les problématiques liées à la réforme des études médicales, la prévention, e-santé et téléconsultation, recherche clinique, partenariat public. En fait, bon, c'est vraiment quelque chose de complexe à intégrer. Avant donc cette décision qui s'est traduite par l'accord avec Microsoft, enfin Blue, quel était le système d'information qui était en place ? Alors, il n'y avait pas... il y avait plusieurs... Vous voulez dire le système numérique. Donc, le SGPI, pendant une dizaine d'années, a financé des territoires numériques en santé. Donc, chaque territoire avait une enveloppe de 10 millions d'euros, il me semble, et faisait son dossier numérique, son carnet de vaccination numérique. Chaque territoire avait une plateforme de téléconsultation. Donc, en fait, le SGPI, donc le secrétariat général au Grand Emprunt, avait financé, sur appel à projet, des territoires variés qui avaient chacun leur projet. Donc, par ailleurs, vous aviez le dossier, comment s'appelait le dossier, le DMP, le dossier médical partagé, qui peinait à émerger et qui était, je crois, porté par la CNAM à l'époque. Et donc, j'ai souhaité, considérant que les datas et les données de santé allaient être un enjeu absolument majeur de pilotage et de souveraineté de l'IA, j'ai souhaité mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, j'ai créé une délégation du numérique en santé. Nous avons arrêté les territoires numériques éparpillés pour rationaliser un peu la dépense publique. Et nous avons créé ce qu'on appelle l'espace numérique en santé, qui est une plateforme qui a été créée dans la loi de 2019 et qui permet à chaque Français de mettre à la fois son dossier médical, à la fois des applications qui sont utiles au suivi de sa pathologie, par exemple, mettre aussi son dossier de vaccination, etc., et qui peut être regardé par son médecin traitant ou d'autres professionnels de santé auxquels il donne accès, ce qui permet d'avoir une vision partagée du dossier des Français. Donc l'espace numérique en santé, aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 10 millions de Français qui l'ont ouvert, à ma connaissance. Ça peut être le médecin traitant qui l'ouvre, soi-même qui l'ouvre, ou en pharmacie. Et c'est, semble-t-il, un outil aujourd'hui qui s'étend. Voilà, donc j'ai essayé de rationaliser. La délégation du numérique en santé a d'une part créé cette plateforme pour tous les Français et d'autre part à travailler sur le Health Data Hub en lien avec l'adresse. Donc voilà, j'ai essayé de créer une dynamique autour des données de santé, une rationalisation, une vision. Et en fait, je me suis inspirée de ce que j'avais vu un an plus tôt. J'avais, à l'époque où je présidais la Haute Autorité de Santé, j'avais passé une semaine au département d'État américain à la santé. J'avais regardé comment s'était mis en place l'Obamacare notamment. Et j'avais vu que les Américains avaient créé une délégation transversale au ministère parce qu'en fait, les services informatiques des ministères ne sont pas armés en fait, pour proposer une vision de ce qui peut être fait à l'échelon national. Ils connaissent les systèmes informatiques du ministère ou des hôpitaux. Et donc, cette délégation a pris en main une vision du numérique en santé. Et je crois qu'aujourd'hui, cette délégation qui était transversale et que je pilotais moi-même à l'époque a rejoint les administrations centrales. C'est maintenant une direction du numérique en santé au sein du ministère. C'était justement une des questions. C'était quel benchmark vous aviez fait à l'époque, parce que, bon, il y a eu quand même, dans un certain nombre de pays, des vraies réussites en matière dans le secteur de la santé, en matière de gestion des informations. Royaume-Uni, Estonie, Canada, Allemagne. Après, la question que je me posais, c'est aujourd'hui, finalement, bon, on sait qu'on a quand même un problème avec Microsoft, on est exposé. Bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon, les technologies, les savoir-faire, les softwares ont évolué. Qui a ça dans la main et qui peut à la fois permettre la pérennisation d'un système
de confiance tout en redonnant de la souveraineté à nos données. Alors, je ne suis plus ministre depuis 5 ans. Je n'ai pas suivi toutes les transformations gouvernementales. Moi, je considère que sur le numérique en santé, on s'est quand même doté d'une direction de haut niveau. Elle a été dirigée par des personnes remarquables. On a essayé d'inscrire une vision dans la loi. Je ne veux pas dire qu'elle est figée, hein. Elle peut évidemment évoluer. Mais je pense qu'entre l'ANSSI et la délégation du numérique en santé, il y a quand même la capacité dans notre pays d'identifier en tout cas, je pense qu'on a les ressources humaines et les compétences pour identifier les grandes orientations à venir et à faire évoluer éventuellement les choix qu'on a faits, par exemple, en 2017. On est 7 ans plus tard, je peux pas considérer qu'on a fait les meilleurs choix pour ad vitam aeternam. On a fait les choix qu'on a pu faire à ce moment-là. Tout en se donnant la possibilité de les faire évoluer. Et je pense qu'on a les compétences aujourd'hui au sein du ministère et au sein des administrations. Voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus, monsieur le sénateur, je suis confuse, je ne connais pas assez. Oui, juste un petit point. Est-ce que vous avez, donc on a vu, hein, tout ce qu'embrasse le système d'information, c'est considérable. Hein. Est-ce que, par exemple, vous avez introduit, enfin je suppose que oui, hein, des indicateurs ou des clés de mesurant la réussite, ou enfin des PROMS et des PREMS. Voilà, c'est ça. Oui, c'est des indicateurs de qualité des soins. Voilà, exactement. Alors c'est plutôt à l'état encore embryonnaire. Hein. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. La Haute Autorité de Santé a un service qui travaille là-dessus. L'idée, en fait, c'est de piloter la qualité des soins avec des indicateurs qu'on recueille à la fin d'une prise en charge. Par exemple, vous avez un AVC, vous avez des hospitalisations, une rééducation. Et le PROMS ou les PREMS sont des indicateurs qui sont recueillis auprès des malades pour savoir la qualité du soin et leur récupération. Ces indicateurs-là, ils sont utilisés dans d'autres pays et assez peu encore utilisés en France pour piloter le système de santé. Si on modifie un jour le mode de rémunération des professionnels de santé, on pourrait, si on a de bons indicateurs, les rémunérer à la qualité. Donc c'est indispensable de piloter le système, non pas seulement quantitativement en rémunérant sur l'exact, mais en rémunérant les gens aussi sur la qualité des soins. Donc ce type d'indicateur, typiquement, il a besoin de data, il a besoin de données qui sont recueillies tout au long du parcours. Ça fait partie des données que pouvait apporter le Health Data Hub pour le pilotage. Merci, Madame Karine Daniel. Merci. Moi, je trouvais très intéressant la réflexion que vous avez donnée sur les nouveaux défis qui sont devant nous, qui nous amènent sans doute à réfléchir plus en termes de gestion de flux, de réponse à des crises qui, par nature, nous ne connaissons ni la nature justement et ni l'ampleur. Et alors, il a été cité l'exemple des médicaments qui sont peut-être effectivement un exemple d'ampleur. Les masques, évidemment, nous viennent tous en tête, mais demain, on ne sait pas, dans le domaine de la santé, quels seront les équipements de prévention, de prophylaxie, de traitement dont on aura besoin. Et je pense que c'est une question alors, que je vous pose, mais qu'on doit se poser collectivement et qui devra sans doute être un élément important dans notre rapport. C'est justement comment est-ce que la commande publique peut s'inscrire dans les éléments qui sont par nature non prévisibles dans le cadre de la gestion de crise, et comment la commande publique et les décideurs publics justement se dotent d'outils de gestion de crise qui amènent à une forte agilité. Et on peut bien le constater, les outils de la commande publique ne sont pas toujours les plus adaptés à cette demande d'agilité, de vitesse et de régulation soudaine et massive. Donc je vous pose cette question, sachant que cette question, évidemment, nous est posée à toutes et tous. Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Oui, c'est une question très importante. Je pense que nous n'avons pas fait collectivement le rétex de la pandémie de Covid. J'en suis absolument persuadée. On est encore tous avec l'idée que les stocks répondent au sujet, alors que
À l'évidence, dans aucune crise, les stocks ne répondent au sujet et ils y répondent pour une durée d'1 semaine. Je rappelle qu'1 milliard de masques, c'était 1 semaine de consommation. Donc on voit bien qu'un stock ne répond à rien. Et je dirais que c'est pareil pour l'armée avec les munitions. Ce qui compte, c'est la capacité de réarmement derrière et de production. C'est pas d'avoir un stock. Alors c'est toujours bien d'avoir. Je dis pas qu'il faut pas de stock, mais de focaliser sur le stock est illusoire en réalité. Et donc la question qui se pose, c'est celle de l'agilité. Parce que la prochaine crise, ça peut être, je dis n'importe quoi, mais Ebola, et il nous faudra des gants, il ne nous faudra pas des masques. Et je ne sais pas si on sait produire des gants, parce que tous les gants, ils sont fabriqués en Thaïlande. Voilà, comme les masques sont fabriqués à Wuhan, les gants sont fabriqués en Thaïlande. Donc, et puis, si ça se trouve, on aura besoin, je dis n'importe quoi, si on a un virus de type variole, de vaccins contre la variole. Et donc, en fait, la seule question qui se pose, c'est face à tous les possibles, et donc ce cône des possibles, il est immense. Quelles sont les possibilités derrière d'activer des réarmements et des flux et des productions? Et ça, c'est très difficile parce que d'abord, il faut identifier le champ des possibles. Et il est sans fin, en fait. Et ensuite, il faut être certain qu'on a la capacité de produire. Alors, est-ce que la commande publique est un levier? Je suis en train de faire dans ma tête un parallèle avec ce qu'on a envisagé pour le Pandemic Fund. Vous savez, ce fonds pandémie qui a été créé au sein de la Banque mondiale après le Covid. L'idée était qu'en cas de nouvelles crises sanitaires, de nouvelles pandémies, tous les pays s'engagent à l'avance sur X milliards qu'ils mettraient à la Banque mondiale de façon à pouvoir abonder la recherche pour avoir un vaccin si c'est un virus, abonder je ne sais pas quoi pour produire des masques. Voilà. Et donc c'est une forme d'engagement préalable. C'est-à-dire que ça ne bloque pas d'argent public, ça n'oblige pas à payer à l'avance, mais c'est une forme d'engagement sur X milliards en cas de crise. Je pense que c'est ce type de stratégie qu'il faut avoir plutôt que d'aller commander des masques, des gants et des je sais pas quoi, et des vaccins et des pipettes et des antibiotiques parce qu'on ne sait pas du tout de quoi on aura besoin lors de la prochaine crise. Merci, Monsieur Fabien Genet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos éléments. Moi, je voudrais revenir un peu sur le choix de Microsoft pour héberger le système d'information des informations de santé. Parce que j'ai bien entendu ce que vous nous avez dit et on comprend qu'avec le temps, le fait que vous ne soyez plus en responsabilité, vous avez parfois du mal à étayer les éléments. C'est tout à fait naturel. Mais tout de même, vous avez dit il faudrait être fou pour un politique aujourd'hui de faire confiance à une solution américaine d'hébergement. Alors je ne sais pas, sans nous lancer dans des grands débats géopolitiques, à quoi vous faites référence. Parce que si vous faites référence à l'identité du locataire de la Maison-Blanche actuellement, il me semble qu'au moment où vous étiez ministre, à partir de 2017, lui aussi était locataire de la Maison-Blanche. Et que, quelque part, si tout le monde se met d'accord pour dire que Trump 2 est peut-être un peu au-delà de ce qu'il était la première fois, il y a un certain nombre d'éléments sur son rapport au monde, etc., qui étaient déjà présents en 2017. Donc sur l'appréciation de cette folie que pourrait constituer le fait de faire confiance à une entreprise américaine, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, à l'époque, vous avez apprécié ce risque, comment la dimension géopolitique a été intégrée dans votre appréciation de ce risque, puisque vous nous dites aujourd'hui qu'il faudrait être fou pour encore faire confiance aux entreprises américaines. Et deuxièmement, si je suis bien votre raisonnement, si la souveraineté constitue aujourd'hui un tel risque et donc pouvait dès lors le constituer également à l'époque, vous nous dites que les notes étaient toutes convergentes de vos services disant qu'il n'y avait pas d'autre solution. Vous avez donc été contrainte d'accéder à cette proposition qui vous était faite. Est-ce que vous pourriez nous préciser à ce moment-là quelles actions vous avez pu initier au sein de votre ministère ou en interministériel auprès d'autres membres du gouvernement de l'époque pour pouvoir développer une solution souveraine qui pourrait alors prendre la suite de cette solution américaine que vous aviez été, d'après vos dires, contrainte
de choisir. Madame la ministre. Merci beaucoup. Alors quand je dis qu'il faudrait être fou pour faire confiance, c'est en termes d'image. Je veux dire qu'aujourd'hui, aucun politique, c'était pour répondre à Monsieur le Président, qui considérait qu'il n'y avait pas de volonté politique. Je pense qu'en termes d'image, personne n'a envie aujourd'hui, avec effectivement le deuxième mandat du président Trump, d'avoir une confiance aveugle dans l'État américain aujourd'hui, avec une éventualité de renversement d'alliance. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tous les cas, d'instabilité. Donc c'était en termes d'image que je l'ai dit. Et évidemment, le premier mandat du président Trump n'était pas aussi angoissant que le deuxième. Pour autant, on a cherché, et vraiment, je peux vous dire qu'avant qu'on accepte cette solution, on a renvoyé des notes 10 fois en demandant qu'on nous assure qu'il n'y avait pas d'autre solution, parce que, ne serait-ce que pour une question de principe, ce n'est même pas une question de danger, mais une question de principe. Si on a moyen de garder des données sur le territoire français ou européen, on le préfère à des données sur des serveurs qui sont hébergés en Europe. Je crois que les serveurs sont en Europe, mais sur un système européen. Après, moi, je suis quand même prudente, parce qu'on a des démarches paradoxales. On est absolument tous convaincus qu'il faut faire extrêmement attention aux données de santé. Quand je vois le nombre de Français qui ont des montres connectées dont toutes les données vont aux Philippines sans aucune garantie, elles ne sont même pas anonymes, donc, et qui sont revendues à je ne sais pas qui, à quelles assurances, etc. Donc tous les Français avec des montres connectées Apple, aujourd'hui, les données partent directement sur des hébergeurs ailleurs. Ça ne gêne personne. Je parle aussi des tests génétiques qui sont interdits par la loi. Combien de Français vont faire des tests génétiques ? Et Dieu sait que dans la loi de bioéthique, on les a bloqués pour voir s'ils ont 4% d'hommes de Néandertal ou s'ils ont des cousins lointains en Australie. Ces tests génétiques ne sont soumis à aucun contrôle. Ils sont chez effectivement des industriels privés qui les revendent. Je veux dire, moi, j'aimerais bien aussi qu'on alerte tout le monde. Il n'y a pas que les données de santé du Health Data Hub. En réalité, tout le monde fait n'importe quoi avec ses propres données sans se préoccuper en fait de la question de souveraineté et de sécurité. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'en dehors du Health Data Hub, nous donnons tous toutes nos données à un nombre de gens invraisemblable quand on paye par carte, etc. Voilà. Donc peut-être qu'il faut s'interroger plus généralement sur ce qu'on laisse public ou pas. Ensuite, donc, par rapport à votre première question, quand je dis qu'il faudrait être fou, c'est en termes d'image. Aujourd'hui, je pense qu'aucun gouvernement n'a envie d'affirmer qu'il est heureux de s'abandonner à des systèmes informatiques américains. Et tout le monde ne parle que d'une chose, c'est d'un cloud européen. Et donc, quand vous me dites quelles solutions nous avons mis en œuvre pour développer... Alors je suis honnête, moi, monsieur le sénateur, ministre de la Santé en 2017, on m'a dit qu'il n'y avait pas de cloud européen. Je ne me suis pas j'ai pas mis en œuvre une politique de cloud européen. À l'époque, il y avait un ministre en charge du numérique et j'espère que leur seule obsession était de créer un cloud européen. Mais ça n'a pas été dans mes fonctions et je ne m'en suis pas mêlée. Je vous en prie. Votre dernière assertion me laisse un peu pantois parce que on pourrait considérer que lorsqu'en sectoriel, les ministres ont des sujets de souveraineté, ce ne serait pas choquant qu'ils puissent voir en interministériel si on peut trouver ensemble une solution pour faire avancer les choses. Et dans votre témoignage, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est au moment où vous avez pris la décision, est-ce que vous considériez qu'il y avait un vrai risque ou s'il n'y a pas de risque, parce que vous nous avez dit aussi en parallèle que vous aviez vérifié, que enfin, vos services vous avaient dit qu'il y avait des clés de cryptage et que toutes les impératifs de sécurité étaient respectés. Donc peut-être que là, vous faites un mauvais procès à Microsoft et que finalement, encore aujourd'hui, il n'y a aucun problème de sécurité. Donc en fait, vous n'avez pas de vision claire pour savoir est-ce qu'il y a un problème de sécurité ou est-ce qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Et la deuxième chose qui me fait un peu réagir, c'est votre argument sur c'est un problème d'image. Mais alors, Madame la Ministre, comment considérez-vous le fait que les différents ministres de la Santé français ont laissé partir au fur et à mesure la production de médicaments en Chine ou ailleurs? Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a à la fois un problème de sécurité et de souveraineté et un problème d'image?
Alors, Madame la ministre. Pardon, merci Monsieur le Président, pardonnez-moi monsieur le Sénateur. Pour revenir à la question de souveraineté, vous avez raison, j'ai beaucoup de sujets de souveraineté, pardonnez-moi, beaucoup de sujets de souveraineté au ministère de la Santé. Pas un cloud européen, mais pour moi, d'avoir des IA formés sur des données françaises avec des algorithmes français, c'est un enjeu de souveraineté majeur. Et c'est pour ça qu'on a créé le Health Data Hub. C'est pour ne pas dépendre d'algorithmes américains ou chinois. J'ai vu qu'il y a aujourd'hui des algorithmes chinois qui sont vendus à des médecins français, qui sont entraînés sur des données chinoises, ou je ne sais pas d'où d'ailleurs. Et donc la question de la souveraineté, elle se pose dans mon champ ministériel, c'est-à-dire celui des outils destinés à la santé. Bien sûr, on a des enjeux de souveraineté numérique, mais ce n'est pas le cloud. Pardonnez-moi de ne pas avoir précisé. Ensuite, vous m'avez posé la question... j'ai oublié, pardon, pourtant je l'ai noté. La deuxième question que vous m'avez posée... Est-ce qu'au final, il y a un problème d'image. Oui. Alors, je vais être honnête. À l'époque, ce que j'ai ressenti, c'était plus un problème d'image que un problème de sécurité. Tel que ça m'a été présenté, tellement on m'a montré des différents degrés de sécurité, les échanges avec l'ANSSI, les échanges avec je ne sais pas quelle direction, etc. Le fait que c'était crypté, le fait que c'était anonyme, etc. Donc, à l'époque, j'étais plus gênée du problème d'image, de ne pas être capable d'avoir un serveur français, enfin un hébergeur français, m'a gênée. Mais j'étais plutôt rassurée sur le risque réel. Voilà. C'était, je crois, avant le Cloud Act, parce que le Cloud Act est plus récent, il me semble. Il me semble qu'il date de 2023, 2022, 2023. Donc on n'avait pas le Cloud Act, il me semble, à l'époque. Je crois que je l'ai noté. Donc en fait, la question du Cloud Act ne se posait pas. Non, 2018, pardon, je dis n'importe quoi, 2018. Non, excusez-moi, je dis une bêtise. Mais en tous les cas, j'ai pas le souvenir que ça a été que les enjeux, que j'avais peur pour la sécurité. J'étais gênée en termes d'image de ne pas pouvoir recourir à un autre hébergeur, à un hébergeur européen. Voilà, c'était et j'avais raison quand je vois ce qui s'est passé depuis. Voilà. Oui, Madame la ministre, on peut penser également, si Madame Morin-Desailly était là, au FISA Act, qui date de 1978. Moi, je souhaitais réagir quand même sur quelques éléments relatifs à la sécurité. Tout d'abord, ce qui nous a été rapporté par plusieurs personnes, plusieurs experts que nous avons auditionnés, c'est que le cryptage, en réalité, n'offrait pas de garantie suffisante, loin de là. Quel que soit le mode de cryptage, à partir du moment où il y avait ces législations extraterritoriales. Au passage, alors on n'en a pas obtenu confirmation ce matin, mais il nous a bien été rapporté qu'a priori, pour donner un exemple, ce qui ne concerne pas directement la plateforme des données de santé, mais Microsoft aurait fourni la clé de cryptage d'Outlook à la NSA. Autre élément sur la sécurité, parce que là, je me cite la clarification des points à l'issue de l'audition fournie par Madame Stéphanie Combe. Elle explique, parce que c'était l'un des arguments, celui de la sécurité, une solution dite souveraine peut présenter des failles de sécurité, comme en témoignent les incidents réguliers de fuite de données dans certains établissements de santé qui s'appuient sur des solutions françaises. Là aussi, il faut quand même être très clair, et ça nous a été rappelé par l'un des experts de la gendarmerie dans le domaine, c'est qu'aujourd'hui, les solutions technologiques liées aux environnements Microsoft sont en nombre et de loin les plus attaquées et celles qui présentent le plus de faiblesses. Donc évidemment, Microsoft va présenter des preuves inverses et va essayer de donner carte blanche à ses experts pour démontrer qu'il n'en est rien. Mais de l'aveu de beaucoup, la fragilité, la vulnérabilité des systèmes Microsoft est bien établie. Et moi, le point qui m'a aussi fait réagir dans la réponse à Monsieur Fabien Genet,
c'est quand vous évoquez les comportements privés. Et on peut partager avec vous des inquiétudes sur le sujet. Ça renvoie à la sensibilisation, à la formation de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Mais là, il est bien établi que dans le cadre de cette commission d'enquête, nous devons les uns et les autres faire toute la lumière sur les actions des pouvoirs publics. C'est bien de cela dont il est question, et que des défaillances, des erreurs personnelles ne sont pas dans le périmètre de notre commission d'enquête, mais qu'à contrario, les pouvoirs publics, États, collectivités, établissements publics de quelque nature qu'ils soient, puissent nous expliquer les décisions qu'ils ont prises ou n'ont pas prises, et au nom de quels intérêts ou principes supérieurs. Donc c'était important de le rappeler, parce que d'une certaine manière, j'ai ressenti dans votre argumentation le fait que, grosso modo, à partir du moment où plein de nos concitoyens utilisaient des montres connectées, cette question de la souveraineté et du recours aux solutions américaines, finalement, ne méritait même pas d'être posée. Et vous n'êtes pas la seule à avoir ouvert ce champ qui nous interpelle, parce que tout l'enjeu, et c'était déjà le cas, je pense, en 2017, c'est de savoir comment est-ce qu'on accompagne, en particulier avec la commande publique, la structuration de filières françaises et européennes, ce que font les États-Unis depuis des années. Et j'ai cru voir, parce qu'en 2017, c'était quand même l'élection d'un président dont vous étiez très proche, qui avait tenu des propos quand même extrêmement volontaristes en la matière. Lui-même était à l'initiative de la démarche autour de l'intelligence artificielle que vous avez rappelée et qui a donné naissance à la plateforme des données de santé. Donc, à un moment donné, est-ce que les actes sont en cohérence avec les discours? C'était bien ça aussi l'un des objectifs, monsieur le rapporteur, de cette commission d'enquête. Donc, Madame la Ministre, je vous laisse réagir. Du côté des collègues, pas d'autres questions. Donc, je vous laisse la parole, Madame la Ministre, et nous conclurons. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, je me suis vraiment très, très mal exprimée. C'était vraiment pas, quand j'ai évoqué ces données individuelles que tout le monde laisse partir ailleurs, ça n'était vraiment pas pour justifier de ne pas se préoccuper. C'est au contraire, et quand j'ai insisté sur la loi de bioéthique et les données de génétique, vous dire à quel point, en fait, ça me heurte et ça m'attriste. Ça a été une bataille d'interdire les tests génétiques. Et tout le monde continue de les faire. Et au Parlement, tout le monde voulait les libéraliser parce que ça amuse tout le monde. Et donc, c'est pour vous dire qu'au contraire, je suis extrêmement sensible à la souveraineté des données, enfin, la souveraineté, en tout cas, à la sécurité des données des Français, et que je me suis battue pour ça. Donc, je me suis, excusez-moi d'avoir pas été suffisamment claire, ça n'est pas une justification, loin de là. Mais je pense qu'on laisse partir trop de choses. Et considérant que je me suis battue pour les données individuelles, je me suis d'autant plus intéressée aux données collectives en tant que, effectivement, responsable politique. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose que j'étais inquiète depuis le début du fait qu'on ne me proposait pas d'autres solutions. J'ai renvoyé 10 fois le travail sur l'établi pour qu'on m'assure qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Et quand au bout de, je ne sais pas combien de temps ça a pris, sincèrement, je ne me souviens pas si ça a pris 2 mois ou 6 mois, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas combien on a fait de réunions à ce sujet, parce que c'était il y a 6 ou 7 ans, je ne m'en souviens plus. Mais en tous les cas, j'étais particulièrement attentive. Et à la fin, on m'a affirmé qu'il n'y avait aucune autre solution possible en termes de sécurité, de capacité, etc. Et donc, j'ai pris mes responsabilités en actant que c'était Microsoft et en étant extrêmement mal à l'aise parce que je savais quelque part que ça allait donner en fait du grain à moudre et à des gens qui vont dire vous avez eu je sais pas quoi des pressions. Il y a ceux qui vont vous dire vous avez été payé. Il y a ceux qui vont vous dire c'est Capgemini et vous l'évoquez. Et je ne sais pas si c'est enfin, je ne peux pas vous affirmer à 100% que personne à aucun moment, dans aucun niveau de l'administration, ne peut être influencé par qui que ce soit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris mes précautions, qu'il y avait une direction d'administration centrale qui était sur le sujet, il y avait plusieurs personnes, il y avait eu des concertations, et que moi, on m'a affirmé qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, entre ne rien faire et faire, j'ai choisi de faire, et je me doutais que ça allait être un problème. Voilà. Et donc, j'ai tout fait pour que ce soit basculable à tout moment lorsqu'une autre solution verrait le jour.
Je ne peux pas vous dire plus, Monsieur le Président. Après, vous avez évoqué que Microsoft fait l'objet de beaucoup d'hameçonnage pour les hôpitaux. C'est possible, je n'ai aucune idée de la fragilité ou pas de Microsoft. Donc je ne peux pas prendre la parole sur ce sujet. Nous vous remercions, Madame la Ministre. Nous vous prions évidemment de bien vouloir nous communiquer les documents, en particulier la note, je crois, qui avait été rédigée par votre cabinet à l'époque, et tous les éléments complémentaires de nature à éclairer ou en tout cas à compléter les propos, parce qu'encore une fois, nous comprenons que plus de 5 ans après avoir quitté le ministère, vous n'ayez pas tout en tête, mais en particulier par rapport aux questions de monsieur le rapporteur et des collègues qui nécessiteraient des précisions, si vous pouviez nous les apporter dans les meilleurs délais d'ici idéalement la fin de cette semaine, nous vous en serions gré. Encore une fois, merci pour vos réponses.